Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir notre chère amie Leslie Varenne, journaliste et directrice de l'Ivris, essayiste aussi, spécialiste de la politique internationale, surtout spécialiste de l'Afrique, pour un entretien exclusif sur un sujet brûlant de l'actualité internationale, le cessez-le-feu entre l'Iran et Israël. Ce cessez-le-feu marque-t-il un tournant dans l'histoire tourmentée du Moyen-Orient ou s'agit-il d'un accord fragile dicté par des intérêts stratégiques à court terme? Pour répondre à ces questions, nous allons analyser avec notre invité les motivations provenant des États, des deux États, les influences extérieures et les possibles scénarios à venir. Leslie, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur de vous recevoir. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité. Merci infiniment. Je coupe le son de mon téléphone pour qu'on ne soit pas dérangé. C'est bon? Merci beaucoup. Leslie, pensez-vous que ce cessez-le-feu marque la fin du conflit ou s'agit-il d'une simple pause avant une possible reprise des hostilités et quelles sont les garanties d'après vous de cessez-le-feu? Bon, déjà, je pense, la première chose, c'est que, à mon avis, ce n'est pas un cessez-le-feu dans la mesure où, d'ordinaire, un cessez-le-feu, ça se négocie, on se met autour d'une table, on discute des conditions, toutes les parties acceptent les conditions d'un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu, on a vu sur l'Ukraine, ça peut se négocier pendant des mois. Donc là, ça n'a pas été un cessez-le-feu, il n'y a aucune garantie, il n'y a aucune condition, il n'y a aucun cadre, il n'y a aucune condition. Il y a simplement le shérif de la planète qui a décidé on arrête. Cela dit, je pense que c'était surtout un exercice de communication pour Donald Trump et que il y avait eu des négociations entre toutes les parties et tout le monde, et je pense d'abord Israël, avait intérêt à ce que la guerre s'arrête. Donald Trump avait intérêt à ce que ça cesse parce qu'après les frappes de dimanche, il a subi des coups violents, vraiment des charges très violentes de la part avant tout de son camp, parce que ça aurait été les opposants, les démocrates, bon, il aurait répondu comme il sait très bien le faire d'habitude, mais là, les charges violentes sont venues de son camp et son camp l'accusait et des fortes personnalités, hein, comme Tucker Carlson, Candace Owens, etc. Et l'accusait vraiment de trahison, d'avoir trahi ses promesses de campagne parce qu'il voulait être le candidat de la paix, qu'il avait promis qu'il n'y aurait plus d'aventure extérieure, que les États-Unis rompraient pour de bon avec cette politique-là. Et tout le monde se sentait trahi. Je pense que les charges ont été violentes. Il avait aussi besoin, et puis, à raison, tous ses opposants ont noté que ces frappes étaient illégales. Et même inconstitutionnel. Il y en a même qui se sont levés pour dire, demander un impeachment, parce que Donald Trump avait frappé les 3 sites dimanche. Donc vraiment pour lui, c'était une situation difficile et il était temps que ça s'arrête. Pour Israël, qui ne pensait pas du tout subir autant et on verra par la suite, mais qui ne pensait pas subir autant de dommages et qui pensait, après le coup du 13 juin, où ils avaient décapité, soi-disant, tous les quelques généraux. Je pense qu'il y en a eu quand même une trentaine de généraux des gardiens de la Révolution qui ont été assassinés et des scientifiques pensaient avoir un Iran très très affaibli et que la guerre durerait quelques jours. Et là, elle s'apercevait que Israël devait supporter des coups aussi très forts. Elle avait un problème de munitions. Et parce que les missiles qui sont envoyés pour contrer les missiles sont pas
il y en a pas des tonnes non plus. Donc là, elle avait un problème avec ça aussi. Donc je pense qu'Israël a vraiment demandé à Trump que cette guerre s'arrête. Et puis les Iraniens qui avaient besoin aussi, qui ont été surpris. Ils n'ont pas été surpris que Israël et les États-Unis leur fassent la guerre. Ça fait 20 ans qu'ils s'y préparent. Mais ils ont été surpris parce que ça s'est Piégé passé. ou surpris, Leslie? Piégé ou surpris? Parce qu'en plein, pour parler, en plein négociation, en plein effort diplomatique, et tout à coup, l'Iran reçoit les frappes. Alors, s'ils ont été piégés, franchement, c'est de leur faute parce que c'est pas la première fois qu'il y a des négociations et que on frappe au cours de ces négociations. S'ils ont été surpris, ils n'auraient pas dû être surpris. Regardez ce qui s'est passé lors de l'assassinat de Nasrallah. Oui, À ce moment-là, ils étaient en négociation. oui, Et le Hezbollah négociait. Donc, il ne s'attendait pas à ce que... et c'est pour ça que Nasrallah est sorti de sa cachette pour aller dans cette réunion. Il ne s'attendait pas à ce qu'il frappe en pleine négociation. Donc, oui. on sait que c'est une méthode. De la même façon, et il y a eu la veille des négociations à Istanbul, il y a eu cette histoire de drones sur les bombardiers stratégiques russes. Donc, s'ils ont été piégés et surpris, là, franchement, c'est de leur faute Oui, oui, de cette chose-là. Mais les Iraniens avaient aussi besoin de faire aussi un temps d'arrêt, de revoir un peu peut-être leur défense aérienne. Moi, je ne suis pas experte militaire, mais ils ont aussi pris beaucoup de coups. Cela dit, euh, euh, personne ne peut dire ce qui va arriver aujourd'hui, mais je pense que ce n'est pas un cessez-le-feu, c'est une pause et on ne sait pas combien de temps cette pause va durer. Elle peut durer 3 semaines, elle peut durer 6 mois, elle peut durer 2 ans, mais ça n'est vraiment qu'une pause parce que les raisons pour lesquelles Israël et les États-Unis ont attaqué l'Iran, elles n'ont pas disparu. C'est-à-dire que il y a le prétexte de l'uranium, de l'enrichissement de l'uranium iranien, mais c'est un prétexte qui vaut depuis 20 ans maintenant. Donc, il n'est pas nouveau, mais il y a aussi, il faut affaiblir ce pays qui reste une puissance dans la région et Israël ne veut pas qu'il y ait d'autres puissances qu'elle dans la région. Je résume un peu, c'est sûrement, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais ça s'apparente à ça. Et aussi, et je pense aussi que ça, c'est les raisons d'Israël, mais les raisons des États-Unis, c'est la place de l'Iran, les nouveaux corridors que l'Iran a négociés, d'un côté le corridor nord-sud qu'elle a négocié avec la Russie, l'autre côté le corridor qui part de l'Iran pour arriver en Chine et qui est une sorte de renaissance des routes de la soie. Donc, tout ça fait une intégration euro-asiatique beaucoup plus forte et ça et qui renforce l'Iran, mais aussi la Chine et la Russie. Et ça, les États-Unis n'en veulent pas. Et je pense que c'est aussi une des raisons qui ont conduit à cette guerre. Je rappelle que juste quelques jours avant les frappes, la Russie et l'Iran avaient, non, la Chine et l'Iran avaient inauguré 1350 kilomètres de rails. J'ai pas les noms entre leurs deux pays, ce qui fait que le commerce va aller beaucoup plus vite, l'intégration va aller beaucoup plus vite, les liens entre la Chine et l'Iran vont se renforcer. Et donc, c'est un renforcement des BRICS, c'est un renforcement de l'organisation de la coopération de Shanghai. Donc, c'est toutes ces raisons qui font que les États-Unis étant tellement en guerre entre guillemets contre la Chine, c'est toutes ces raisons font que ils ont envie d'affaiblir l'Iran et de couper ces liens-là. oui. Leslie, les deux camps se déclarent vainqueurs, mais selon vous, qui sort les plus affaiblis de ce conflit? Est-ce que c'est Israël? On a vu Benjamin Netanyahu n'a pas cessé d'évoquer
la réalisation des objectifs à 100%, a réussi la réalisation de ces objectifs. L'Iran a fêté la victoire contre ce triangle satanique, les États-Unis et Israël. D'après vous, quelle est la situation d'évaluation de côté vainqueur, perdant et tout? Alors, quels étaient les objectifs de cette guerre pour Israël? Les objectifs annoncés, affichés, c'était en finir avec l'uranium, avec l'enrichissement de l'uranium iranien, et plus tard, on nous a annoncé que l'autre objectif était un changement de régime en Iran. Si ces deux objectifs-là n'ont pas été remplis, on cherche où sont les 450 kilos d'uranium qui auraient disparu. On ne sait pas, personne n'a vraiment évalué les dégâts, et je pense que peut-être même les Iraniens n'ont pas encore pu évaluer les dégâts après les frappes américaines de dimanche. Donc, de ce point de vue-là, l'objectif n'est pas rempli, quoi que toutes les parties en disent. Au passage, j'ai entendu ce matin sur RFI le patron de l'AIEA, Raphaël Grossi, qui disait que selon lui, selon leurs évaluations à travers les photos satellites, il y avait eu, de sa propre bouche, il dit il y a eu des dégâts considérables. Bon, à voir, ils n'ont pas pu se rendre sur place et ils vont pas pouvoir se rendre sur place avant un certain moment parce que l'Iran leur reproche quand même d'avoir donné un prétexte à Israël de pouvoir les frapper avec le communiqué qu'ils avaient fait quelques jours avant le 13 juin. Donc, on ne sait pas personne ne sait quels sont les véritables dégâts. Les Iraniens disent de leur côté qu'il y a eu aussi des dégâts considérables. Donc, on verra la suite de cette histoire, mais personne ne sait réellement. Et est-ce que, même s'il y a eu des dégâts considérables, est-ce que ça va empêcher l'Iran de poursuivre son programme nucléaire? Personne n'en sait rien. Donc, de toute façon, à ce jour, cet objectif n'est pas rempli. Et l'objectif de changement de régime à Téhéran, il n'est pas rempli non plus. Et il semble que, au contraire, cette guerre a fait un effet drapeau et que il y ait une consolidation du pouvoir actuel à Téhéran. Donc, Israël ne peut pas dire c'est une grande victoire dans la mesure où elle n'a pas rempli ses objectifs. Oui. Ça, c'est la première chose. Après, il y a un brouillard de guerre qui fait que et puis une censure des deux côtés et une propagande des deux côtés qui fait que on ne connaît pas exactement les dommages qui ont été infligés à chacun. Mais quand même, de ce qu'on peut voir, Israël a pris des coups comme elle n'a jamais pris depuis son existence en 48. Jamais Israël n'avait été bombardé de cette manière. Je disais ce matin, il y a 30 gratte-ciel qui ont disparu à Tel Aviv. Vous imaginez l'image que ça donne. Il y a eu l'Institut Weizmann qui est un institut de recherche biomédicale très connu, qui a été aussi frappé. Il y a eu l'unité 8200. Ils ont eu affaire à énormément de dégâts. L'Iran aussi a été très touché. Donc, mais malgré les 40 ans d'embargo de l'Iran a riposté. Elle a eu une attitude, à mon avis, assez intelligente parce l'Iran est toujours resté dans une attitude ne pas se montrer faible, riposter et ne pas faire en sorte que la situation s'envenime. Pour ne pas avoir une guerre généralisée. Donc c'est plutôt l'Iran qui ressort renforcée. Elle ressort aussi renforcée parce que l'Iran a respecté le droit international, alors que Israël ne l'a pas fait. Et ça, cette illégalité et le non-respect du droit international tel qu'il a été fait par les États-Unis et par Israël, c'est quelque chose qui va peser lourdement et pendant des décennies.
parce qu'on ne peut pas, ça ne sera pas accepté. Et je vois bien tout ce qui monte en ce moment sur l'illégalité, sur un monde sans foi ni loi, etc. Et ça va être quelque chose qui va monter de plus en plus. Remarquez aussi, et ça, je dois dire que c'est assez étonnant. Je vois dans les médias, sur les chaînes d'infos, les médias mainstream occidentaux, un espèce d'apologie des méthodes d'Israël et du Mossad qui serait flamboyant, qui serait un service très intelligent, qui a réussi à assassiner des scientifiques dans leur maison et voilà, il y a des carrément, c'est presque l'éloge, mais c'est l'éloge de méthodes terroristes. Ce qui s'est passé là, ce sont des crimes de guerre, ce sont des actes terroristes. Et je ne comprends pas comment on peut faire l'éloge d'avoir été tués des scientifiques qui sont des civils chez eux. Ça, c'est proprement hallucinant. Ce matin sur RFI, Grossi disait l'AIEA doit absolument aller visiter sites iraniens pour voir pour savoir où est l'uranium et pour faire l'évaluation des dégâts. Et enfin, et il disait, si, en tant que signataire du traité de non-prolifération, l'Iran est obligé de nous laisser rentrer, sinon elle se met en dehors du droit international. Mais on plaisante là. C'est une plaisanterie. L'AIEA aurait dû, il est interdit, le droit international interdit de frapper sur des sites nucléaires, et même c'est dans le droit humanitaire, etc., on ne frappe pas un site possiblement dangereux pour les populations. Non seulement ils ont frappé ces sites, mais en plus, ils n'ont pas, l'AIEA n'a pas condamné la frappe de ces sites, et aujourd'hui elle dit, mais l'Iran se met en dehors du droit international. Comment on fait? Comment on comprend? On est dans un monde de fous à ce point. Voilà. Donc, je pense que l'Iran sort renforcé sur un plan régional parce que tous les pays voisins voient que Israël n'est plus un Et pour cela, vous venez de me faciliter la tâche. Ma dernière question concernant est-ce que cette guerre sera une opportunité pour la création d'une nouvelle dynamique diplomatique régionale, surtout pour l'Iran. Et sur quel allié l'Iran peut-elle compter pour le futur? Alors, la recomposition régionale, on va la voir dans les mois qui viennent. Mais déjà, je note que l'Arabie saoudite n'a pas eu l'attitude qu'elle aurait eue quelques années auparavant. Et d'ailleurs, vous voyez bien que quand l'Iran a frappé les bases militaires américaines, elle n'a pas frappé la base militaire de l'Arabie qui existe en Arabie saoudite. Donc déjà, les lignes ont un peu bougé. Voir que l'Iran a réussi à tenir tête à Israël, ça va ça va faire bouger les lignes au Moyen-Orient. Et voir Israël affaibli de cette manière, ça va encore faire bouger les lignes au Moyen-Orient. Donc je pense que cette recomposition, on va la voir arriver d'ici quelques temps. Il y a eu aussi, c'est très difficile à lire, il y a eu aussi la position du Pakistan qui a vivement élevé la voix contre les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran. Le Pakistan est un pays plutôt connu pour servir de porte-avions de la CIA dans la région. C'était assez étonnant de voir ces déclarations. J'ai encore du mal à les lire. Est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est vraiment un soutien à l'Iran? Je ne sais pas encore. Mais je suis pas spécialiste du Pakistan, mais j'essaye de regarder ce qui se passe parce que je trouve ça vraiment intéressant. Donc oui, il y aura des recompositions en cours et de toute façon, il y a aussi quelque chose de très important à dire avant de parler des alliés de l'Iran, mais
il y a aussi quelque chose de très important à dire, c'est que ces frappes, elles arrivent 20 mois après l'agression sur Gaza, et que Israël, là, et on le voit bien, n'a plus l'image qu'elle avait avant. Il y a 80% des gens dans le monde qui condamnent ce que fait Israël à Gaza. Et je le vois aussi vraiment dans tous les pays du Sud. C'est inacceptable. Donc l'image d'Israël était déjà bien écornée, et avec ces frappes, ça n'a pas amélioré son image. Donc, et ça, c'est quelque chose aussi que toutes les populations de la région prennent en compte. Et j'ai bien vu chaque fois que l'Iran frappait sur Israël, il y avait comme un espèce de choses qui étaient on venge les Palestiniens. Et dans la région, pas chez les chefs d'État, mais dans les populations de la région, ça a vraiment compté, quoi. Je pense que ça, c'est aussi important de le dire. Et là, il va falloir trouver aussi, s'il y a un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, il va falloir aussi trouver une solution sur Gaza, parce que ce conflit et dans les conditions où il se déroule, vous le voyez comme moi, les images tous les jours, ça ne peut pas durer ad vitam aeternam. Enfin, la dernière des choses, quels sont les alliés de l'Iran? Les deux plus grands alliés de l'Iran, même s'ils le disent pas comme ça, même s'ils le montrent pas formellement, c'est quand même la Russie et la Chine, qui étaient, à mon avis, aussi visées par ces frappes d'une certaine manière, et qui ont tout intérêt et qui ont aucun intérêt à ce que l'Iran soit détruit, qu'il y ait un changement de régime à la mode fils de chat. Et, et donc, oui, et il y a des discussions entre eux, et je pense que toutes les réponses de l'Iran ont été faites en concertation avec la Russie et la Chine. Hier, on en a assez peu parlé, mais les trois ministres de la Défense, Russie, Chine, Iran, se sont retrouvés à Pékin. Avant-hier, Vladimir Poutine recevait Araghchi, le ministre des Affaires étrangères iranien. Donc, je pense qu'ils se concertent, et je pense aussi que, sans le dire, parce que personne ne veut mettre de l'huile sur le feu et personne ne veut d'une troisième guerre mondiale, et je pense même qu'il peut y avoir des livraisons de matériel, bien évidemment. Oui. Merci beaucoup à vous, Leslie Varenne, pour cette analyse éclairante. La situation reste évidemment très évolutive et nous continuerons à la suivre avec attention. Si cette discussion vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater de nos prochains entretiens. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt pour une nouvelle édition. Merci beaucoup, Leslie, et à bientôt. Merci beaucoup, Abdelhadji. Merci. À bientôt.